Bonjour à toutes et à tous. C'est la 3e journée du CEFIA. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 3e journée au sein de l'Agora pour un moment particulier puisqu'on est réunis, belle table ronde, à l'occasion du lancement du livre à la bretonne en présence de ses co-auteurs, des dirigeants d'entreprises agroalimentaires. Donc nous sommes en présence de Marie Kieffer, directrice générale de la BEA, Olivier Clanchin, président d'Olga, Sébastien Floch, président du directoire de SIL Entreprises, Christian Griner, directeur général de la coopérative Even, Annie Saulnier, présidente de Gel Délices, et Rémi Cristoforetti, directeur général de la coopérative Le Gouessant et président de la BEA. Bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots en introduction. Ce livre, il me semble, de ce que l'on m'a dit, Histoire de ce territoire qui vous nourrit, est né d'une envie simple mais exigeante, remettre du réel dans un débat saturé d'opinions, pour prendre de la hauteur sur un secteur dont tout le monde parle, mais que peu prennent le temps de comprendre. En effet, l'agroalimentaire est peut-être probablement l'un des secteurs les plus commentés, les plus jugés, et peut-être l'un des moins compris. Alors, à la bretonne ne parle pas seulement d'agroalimentaire, toutefois, il parle aussi de choix collectifs, de trajectoire, de responsabilité des territoires. C'est un livre qui se lit contre le bruit, contre les raccourcis, contre les idées reçues aussi. Vous y trouverez 160 pages, regroupant plus de 300 indicateurs sourcés sur 4 grandes thématiques, pour mieux comprendre ce qui définit et ce qui fait l'agroalimentaire breton. Alors, avant d'échanger avec les auteurs, je vous propose de découvrir la tonalité du livre en vidéo. On peut applaudir. Alors on va commencer par le commencement. Rémi, pouvez-vous nous expliquer comment est née l'idée de ce livre ? Alors, vous l'avez dit, un grand merci à vous toutes et tous d'être aussi nombreuses aujourd'hui, et d'autant plus au CEFIA, parce que c'était pour nous important de lancer cet ouvrage au CEFIA, puisque comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire a cette particularité d'être très jugé, très décrié, très observé, etc. Mais elle est parfois peu connue. Et avoir l'opportunité de lancer cet ouvrage là où on célèbre 1000 entreprises, 1000 talents, 1000 savoir-faire, c'était important de le faire en ce moment précis. Donc un grand merci pour votre présence. Et donc pourquoi ce livre ? Très clairement, vous l'avez vu, on a souvent des publications, des injonctions, des commentateurs sur les défis ou sur les réponses qu'on devrait apporter à la trajectoire agroalimentaire. Et pour nous, il était essentiel de faire 3 pas de recul et de se poser vraiment l'équation de, voilà, qui sommes-nous ? Le fameux modèle agricole breton, quel est-il ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il existe vraiment ? On pense qu'il n'existe pas, nous. On pense qu'il est pluriel, qu'il y a, et vous le verrez dans les salons, dans ce salon, mais il y a 1000 expressions différentes. Et pour nous, il était important de prendre un vrai temps de recul et donc de poser les éléments qui nous paraissaient importants pour contribuer à écrire une trajectoire. Donc c'est vraiment un ouvrage qui se veut un préalable à une réflexion sur le fond et à une vraie contribution à la réflexion sur la trajectoire. Quels sont nos enjeux ? Donc on les pose sans les éviter, sans les écarter, on les pose, mais on les pose factuellement. Et on va se poser la question, item par item, sujet par sujet. On va y revenir plus longuement avec
avec ce fabuleux plateau de co-auteurs. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de se dire, on prend un temps de réflexion et on donne à chacun la possibilité de regarder dans sa diversité et dans sa complexité cette équation agroalimentaire bretonne. Vous l'avez vu, il y a un petit entre parenthèses derrière histoire au pluriel, parce qu'en fait, on est convaincu qu'il y a 1000 histoires, et qu'il y a 1000 histoires déjà écrites, et qu'il y a aussi des histoires à écrire. Et donc, c'est vraiment un préalable à l'action, cet ouvrage. C'était ce pourquoi. Rémi, il me semble aussi qu'il y a une petite histoire, une petite anecdote autour du titre, non? Alors, très clairement, vous le savez, hein, quand on s'appelle Christophe Oretti, vous comprenez qu'on n'est pas breton depuis 15 générations, même si on épouse une bretonne qui s'appelle Henriot et qui fait que vous êtes sédentarisé d'un seul coup, d'un seul. Mais non, et c'était intéressant parce qu'en fait, cet ouvrage, il est né vraiment au fil de l'eau et une fois encore, il a été rédigé assez rapidement, puisqu'en fait, on a vraiment posé l'équation de cet ouvrage en juillet dernier. Et voilà, on est capable de vous le présenter aujourd'hui, donc c'est plutôt rapide. Et je trouve que même dans sa construction, on retrouve l'identité bretonne. Voilà, ce que j'ai eu le plaisir de pratiquer, mais cette capacité à mobiliser des ressources de manière spontanée, sans difficulté, et il y a vraiment cette équation. Et évidemment, il y a cette signature à la bretonne dans l'approche, dans l'état d'esprit, dans la construction, être vraiment festif. Pas être cloisonné, très clairement. Vous le verrez, il y a une vraie réflexion qui se pose la question du lien entre les entreprises agroalimentaires et les associations du territoire, à la formation aussi. Et donc, c'est important d'avoir cette réflexion décloisonnée. Et donc, c'est vraiment la signature à la bretonne. Alors, évidemment, avec une touche d'une jolie bretonne qui avale du beurre salé, parce qu'évidemment, il y aura la dose de sel qui va bien dans cet ouvrage, et qui, je l'espère, fera réagir les uns et les autres. Donc voilà cette signature à la bretonne. Mais pour moi, c'était un moment important parce qu'on a écrit l'ouvrage avant de trouver le titre, et le titre est vraiment venu tout seul, in fine, avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'aisance. Un grand merci Rémi. Alors, ce que j'entends, c'est aussi une histoire de transmission. Sébastien, il me semble que cette notion de transmission, elle est importante pour vous. Quand on s'est posé le sujet de l'agroalimentaire breton, on s'est avant tout arrêté sur cet héritage qui est ce monde fabuleux de l'agroalimentaire au travers de l'industrie, au travers des recettes, au travers des territoires. Et fondamentalement, on a eu la conviction, nous, autour de cette table, qu'on avait reçu un héritage des générations précédentes. Et fondamentalement, la Bretagne, c'est une construction empirique de quelque chose qu'on reçoit, qu'on fait fructifier et qu'on transmet. Je crois qu'on a un petit peu perdu ce bon sens-là de considérer qu'aujourd'hui, la capacité de la Bretagne à nourrir un Français sur 3, c'est réellement dû à un effort collectif qui date d'après-guerre, 1945, où on part d'un territoire où ma grand-mère ne parlait pas français, où on avait un territoire complètement appauvri, dans le besoin, et il s'est passé un véritable miracle économique. Et aujourd'hui, ce miracle économique, ce miracle social, ce miracle sociologique, on n'en parle plus. On n'en parle plus comme si c'était évident que chaque Français aujourd'hui, chaque habitant de ce monde, ouvre un frigidaire et trouve dans son frigidaire tout ce qui était naturel pour le sustenter. C'est un miracle qui se reproduit chaque jour. C'est un effort collectif, ce n'est pas un cadeau. Il faut avoir fondamentalement cette reconnaissance du travail effectué par les précédentes générations, avoir une profonde conscience qu'il faut maintenir cet héritage, le faire fructifier, je vais y revenir, et le transmettre à notre tour dans des conditions satisfaisantes aux générations futures. Nous trouvons collectivement que nous avons perdu fondamentalement cette notion de reconnaissance, fondamentalement cette notion d'héritage, et qu'aujourd'hui, finalement, se nourrir sainement, c'est devenu presque naturel. Encore une fois, aujourd'hui, ce patrimoine industriel qui est le nôtre, c'est un patrimoine qu'on a reçu de la part de nos grands-parents, qui est intimement lié à ce monde agricole. J'ai souvent l'habitude de dire que sans lait, il n'y a pas de yaourt. Mais j'ai souvent l'habitude de compléter en disant mais sans yaourt, il n'y a pas beaucoup de lait non plus. Et j'ai enfin l'habitude de dire que sans ce travail fantastique en amont, il n'y a pas grand-chose dans les rayons de nos distributeurs. C'est cet héritage commun, collectif, qu'on veut effectivement célébrer dans cette œuvre, ce bouquin, œuvre peut-être pas encore, mais ce bouquin, peut-être pas exagérer non plus, et qui, quelque part, est une forme de prise de conscience aux générations qui arrivent, et peut-être même aux générations actuelles, que tout ce qu'on a aujourd'hui est directement lié à ce qu'on a reçu. Alors, quand je parle de faire fructifier, c'est fondamentalement, évidemment, continuer à investir
Pour qu'on puisse investir sur le territoire, il faut que les marges des uns ou des autres soient suffisantes. Il faut que le consommateur, le consomme-acteur accepte de payer le juste prix pour que l'ensemble de la rémunération amont soit suffisante pour maintenir l'outil et évidemment nourrir notre monde agricole. Mais il faut aussi considérer que cet enjeu effectivement de transmission soit valable en termes de pratiques environnementales, soit également valable en termes de pratiques de consommation. C'est toute cette mise en perspective que vous propose ce bouquin, avec encore une fois cette notion de transmission qui pour nous est fondamentale et presque à l'origine même de la réflexion. Un grand merci Sébastien. Christian, je vous donne la parole. Peut-être rebondir, on a vu transmission, il y a aussi, moi j'entends territoire. Comment est-ce que cette notion elle vous est chère? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, l'alimentation, c'est au cœur de nos vies. Et l'agroalimentaire en Bretagne, c'est vraiment au cœur des territoires. Aujourd'hui, 1900 établissements, des usines, des ateliers, des labos, des sièges sociaux. C'est même beaucoup plus qu'un établissement par canton. Hein. C'est sans doute pas très loin d'un établissement par commune. Donc il y a ce premier maillage physique. Voilà. On voit nos usines, on voit nos ateliers, c'est important. Et puis surtout, il y a le maillage social. 72 000 salariés aujourd'hui dans les départements bretons, avec leurs familles, avec donc c'est très très important, c'est vraiment au cœur de notre vie bretonne. Et puis un lien très fort aussi avec deux autres réalités sociales et géographiques, l'agriculture, hein, la Bretagne, la grande région agricole. L'agroalimentaire a un lien historique, consubstantiel avec l'agriculture, donc il y a ce maillage qui constitue notre région. Et puis un maillage aussi avec notre géographie, toutes ces villes moyennes. On connaît la spécificité un peu, ces centres bretons qui font où beaucoup de nos salariés vivent, peuvent aller pas très loin dans des centres de production. Donc voilà, cette intégration d'agroalimentaire dans la Bretagne, c'est une évidence. Voilà. Et puis, une autre dimension dans le territoire, il y a beaucoup d'entreprises qui sponsorisent, voilà, qui accompagnent l'associatif, le culturel. Je dis souvent, tous nos grands festivals bretons, je pense qu'ils n'auraient pas cette dynamique-là sans l'engagement de nos salariés, sans l'engagement des sponsors autour de ces manifestations. Donc, on est au cœur de cette vie, on en est fiers et heureux. Et je pense que le livre, à la bretonne, il veut vraiment partager cette Bretagne. Et pas partager comme on peut malheureusement parfois le voir, se partager le gâteau, la Bretagne doit être comme ça, il faut que vous avez tort, nous avons raison, etc. Il ne faut pas partager le gâteau, il faut partager faire le gâteau ensemble, le gâteau de demain. Donc le livre, c'est ça, c'est une ouverture à l'échange, voilà, à la confrontation d'opinions qui sont tout à fait naturelles et qui doit construire ce débat. Construisons le gâteau et l'alimentation de demain ensemble. Un grand merci Christian. Annie, est-ce que dans les ingrédients, il n'y a pas une petite part de magie aussi qu'il faut ajouter à la recette? Alors moi, j'ai voulu faire une analogie avec l'histoire d'Harry Potter. Alors nous, on est au tome 1. Voilà. Peut-être y aura-t-il une suite, mais voilà, de passer, en fait, Harry Potter, il passe de la cape d'invisibilité. Il lutte contre les forces qui tirent toujours vers le bas, vers des forces mortifères. Et donc l'histoire de ce livre, c'est de passer à l'inventivité, à la magie des recettes, à la magie du collectif, à la magie du vivant. C'est vrai que moi je fais partie des entreprises de deuxième transformation, avec tout ce que représentent des petits fours gastronomiques, avec des recettes à fourme d'Ambert avec de la poire, une collection prestige de petits fours au magret et aux pointes d'asperges, ou des brochettes de crevettes marinées enrubannées de lard. Et tout ça, c'est la magie des recettes. Tout ça, c'est la magie des uns et des autres qui sont au front tous les jours et qui produisent des miracles. Et donc, c'est aussi ça, ce livre. C'est aussi la magie du collectif, parce que quand on est une petite PME à taille de PME, il est essentiel d'être relié, de s'associer et de construire avec d'autres. Et en plus, quand ce collectif rime avec convivialité, avec inclusivité, et de toujours se dire en chemin, voilà, moi ça me parle et j'ai envie de construire. Voilà.
Et puis, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est les jeux de mots. Alors, vous allez en avoir plein, notamment ce jeu de mots liberté, égalité, beurre salé. Et quand on parle du sel, pour moi, on peut faire le comparatif entre l'agroalimentaire et le sel. Tout seul, on est rien. Le sel, c'est un rehausseur de goût. Et l'agroalimentaire, elle est justement ce maillon, elle est ce chaînon essentiel entre l'agriculture et puis les agriculteurs et les consommateurs à travers les distributeurs. Et en plus, on assure de la durabilité. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le dise, et on le dise haut et fort. Et donc, fierté d'une route et fierté d'un collectif. Ouais. Merci beaucoup Annie. Alors, jeu de mots, il me semble, Olivier, que vous avez une expression bien à vous pour décrire cet ouvrage. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux et très fier d'être avec vous aujourd'hui avec cette présentation de ce livre à la Bretagne. C'est vrai qu'au fil du temps de la co-création de ce livre, je dirais qu'on a passé du temps, on a travaillé sur les différents sujets et progressivement, plus les choses avançaient, plus j'étais avec cette perception d'avoir entre les mains une arme de construction massive. Donc je veux dire une œuvre de construction massive. Le fait de dire qu'on a aujourd'hui un agroalimentaire, une agroalimentaire qui n'est pas si bien connue que ça, qui est pourtant présente, qui fait partie de notre histoire, comme ça a été rappelé, qui est ancrée, qui est vraiment habitée, très vivante et très dynamique, et qu'il y avait ce constat de méconnaissance, ce constat de malheureusement beaucoup de caricatures. Alors certes, il y a beaucoup de complexité dans nos métiers, on l'a rappelé sur l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des process de transformation, de moments de consommation, mais c'était pour moi important justement de pouvoir remettre l'église au milieu du village. Et donc il y a eu un super travail collectif, comme je le rappelais, qui a fait reprendre conscience de ce qu'était notre histoire, reprendre conscience qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré, qui fait partie de notre ADN, de nos racines, et de pouvoir le remettre en perspective, prendre de la hauteur comme on l'a partagé, faisait beaucoup de sens. Et donc vous verrez quand, je dirais, à force de lire, de relire, parce que donc c'est ce qu'on a fait, on a beaucoup lu, relu tout ce qu'on a créé, il y a quelque chose qui émerge, en tout cas pour moi, il y a quelque chose c'est quelque part cette logique de fierté, cette logique d'amour aussi de notre territoire, de notre Bretagne, de notre agroalimentaire, et le fait quelque part de pouvoir aujourd'hui le partager, le diffuser, le faire infuser, je pense que c'était dans notre responsabilité. Et j'aime bien cette logique des combats pour, le fait de pouvoir porter notre histoire, portée par les experts du sujet, qui peuvent prendre la parole et le faire de manière très objective. En tout cas, c'est aussi comme ça que ça s'est construit. Et que je dirais, face aux enjeux qui sont face à nous, on a quand même des transitions qui sont bien là, des enjeux et une responsabilité très forte. C'est vrai que se rappeler d'où on vient est, je pense, la meilleure des choses pour pouvoir justement se projeter collectivement vers où on veut aller. Donc voilà, une magnifique arme de construction massive à diffuser et à vraiment profiter. Un grand merci Olivier. Marie, quel a été le rôle, le soutien de la BEA justement dans la promotion et la diffusion du livre qu'elle est aujourd'hui, au présent? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. On ne boude pas notre plaisir de vous voir tous ici pour pouvoir vous présenter enfin ce livre dont on parle depuis un moment et sur lequel tous les co-auteurs et la BEA travaillent. La position, Barbara, de la BEA, c'est vraiment d'arriver sur la promotion de ce livre, de pouvoir le diffuser, d'avoir été un appui aussi méthodologique au travers d'Inès, je ne sais pas où elle est dans le coin, et avec, là-bas, au fond, avec les études qui ont été faites, on s'est appuyé, vous verrez, il y a beaucoup de chiffres, il y a à peu près 300 indicateurs, donc des études qui sont issues de la BEA sur le côté RH, la décarbonation, l'eau, l'étude Banque de France, mais également des indicateurs qu'on est allé sourcer
au niveau régional, au niveau national et international. Ça, pour nous, c'était extrêmement important de participer à ce livre par ce biais. Et puis derrière, la promotion, puisque ce livre est à destination, on va dire, de 3 grandes cibles. La première, c'est évidemment les Bretonnes et les Bretons, pour se dire on est fiers de notre territoire, on appartient à ce territoire, dans quelle mesure on prend part à la vitalité de ce territoire. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de pouvoir le partager avec toutes les Bretonnes et les Bretons. Les deuxièmes, juste derrière, c'est évidemment les salariés de l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont dit moi, je vais pouvoir en offrir aux salariés pour aussi leur redire combien ils contribuent aujourd'hui à la vivacité de ce territoire économique et aussi au niveau social. L'autre grande cible, c'est l'ensemble des décideurs, qu'ils soient décideurs politiques, régionaux, nationaux, pour pouvoir aussi avoir ce rôle de passeur, d'expliquer ce que la Bretagne fait, en quoi elle contribue à la souveraineté alimentaire au niveau national, en quoi les territoires contribuent aussi à cette stabilité alimentaire aujourd'hui. Et puis, on a évidemment alors, les journalistes, les créateurs de contenu aussi. On a besoin de ce dialogue avec vous pour pouvoir parler de ces histoires et de ce narratif. Et enfin, j'ai envie de dire tous les curieux et les curieux. Simplement de se dire, de pouvoir prendre le livre, de le feuilleter, allez, de regarder peut-être juste les images parce que c'est chouette, de prendre 1 ou 2 chiffres et pourquoi pas, ou alors de le lire de bout en bout, peu importe. Mais l'ensemble des curieux qui ont envie d'en savoir un peu plus, voilà, ce livre leur est vraiment destiné. Alors, je rebondis, c'est vrai qu'il y a quand même à souligner que la forme du livre. Alors, Christian, je vois que vous le feuilletez, ça sera peut-être plus facile que moi si on peut le montrer, mais à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a une approche très pédagogique, très visuelle, des schémas, des graphiques, des illustrations. On le lit de façon très, très agréable. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, ma question, Marie, c'est si on veut le voir, si on veut l'acheter, si on veut se le procurer, comment on fait ? Alors, je crois qu'il y a... Voilà, hop. Vous avez tout derrière. Vous avez un site qu'on a ouvert qui s'appelle donc à la bretonne-lelivre.fr sur lequel vous pouvez tout simplement le commander. Et voilà, il y a le QR code derrière. Vous pouvez y accéder directement. Il y a un certain nombre de livres qui sont sur place. L'équipe en a pris un petit peu, 2, 3, 12, 200, je ne sais pas trop combien vous en avez pris. Et vous pouvez surtout en commander. Et puis, on ira chercher un peu aussi, on espère toucher aussi les écoles, les centres de formation, les CDI, et puis les bonnes librairies aussi pour pouvoir ouvrir des débats, parce que c'est ça le sujet, c'est le dialogue, et d'ouvrir des débats sur l'ensemble des villes bretonnes, et puis une présentation parisienne aussi de ce livre qui sera faite le 27 mars. Et oui, donc il me semble qu'à partir de 14h au Food Talent Hall 14, exactement. Il va être en vente aussi, il me semble. Hein. Merci Barbara de me retendre la perche. Voilà. Donc à 14h, au Food Talent, donc, qui est en Hall 14, à côté du Hall 1. Vous verrez, il y a une immense Bretonne. Voilà, vous la suivez. Suivez la Bretonne. Suivez la Bretonne. Rémi, vous souhaitiez peut-être dire un petit mot de conclusion ? Juste un petit mot. Vous avez vu, on débute dans le commerce du livre. C'était pas notre mission essentielle au départ. Mais non, alors déjà, moi, je voulais surtout dire un grand merci parce que je vois les équipes à BEA qui sont là. Il y a eu un travail formidable puisqu'on a fait ça dans un délai hyper court. Donc un grand merci Marie, Clotilde, Inès, JB, Anaïs. Merci beaucoup pour le travail de Fourmi et puis avoir supporté les corrections croisées des co-auteurs, les synthèses des co-auteurs, etc. et tout ce travail. Mais une fois encore, l'idée, c'était, en tant que chef d'entreprise, on a la responsabilité de donner à tous ceux qui rentrent dans ce salon l'idée qu'on peut faire quelque chose autour de l'alimentation. Et que la seule voie, c'est pas le repli, la décroissance ou le repositionnement. Il y a vraiment une possibilité d'embrasser ce métier avec enthousiasme et avec une véritable ardeur joyeuse. Ça a été mon propos il y a quelques années au SPACE, mais vraiment qu'on ait cette capacité à se dire on est capable de développer. Ce qu'on a essayé d'écrire dans cet ouvrage, c'est tous les éléments qui vont nous aider à poser sérieusement la question. Et cet ouvrage est avant tout sérieux. Il est précis, il est factuel, les données sont chiffrées, elles sont vérifiées, mais il se veut aussi ludique et facile et accessible. Et vous le verrez, merci Christian de l'avoir feuilleté devant vous, mais l'idée c'est de pouvoir se saisir, de le lire, de
de le reprendre, de le reposer, etc., de le partager et de regarder par les 1000 angles qui font la structure de ce métier. Et donc qu'on puisse avoir ce regard oblique, penser différemment et écrire une nouvelle trajectoire. Donc on veut avant tout que cette histoire au pluriel continue à s'écrire parce que c'est avant tout une aventure humaine. Et on a tous les talents. Et donc voilà, vous pouvez même venir recruter et construire demain parce qu'il y a vraiment une capacité à écrire une belle ambition pour notre agroalimentaire bretonne. Un grand merci Rémi. Petit clin d'œil aussi à Pierre-Yves Gestin, président de Savéol, co-auteur également, mais qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Merci à tous les 6. Vous pouvez vous lever, on va vous applaudir, je pense. Merci beaucoup. Voilà, petite photo pré-finale, parce que c'est pas fini de rester, hein, ne bougez pas, on a encore deux invités de choix qui vont monter sur scène, donc mes petites photos intermédiaires. Merci à tous les 6, n'allez pas trop loin, je vous réinvite sur scène juste à la fin. Voilà, juste ici, parfait. J'invite à présent sur scène... Laure Le Bourgeois, qui est déléguée ministérielle aux entreprises agroalimentaires, aux côtés de Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSEA et présidente de la Fédération des entreprises de charcutiers traiteurs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous voulez rester debout, assise, comme vous préférez? On peut s'asseoir. Merci d'être parmi nous ce matin. Ma question, ça sera à la bretonne. Comment à la fois ce nom et cette initiative résonnent pour chacune par rapport à vos fonctions aujourd'hui, hein? Merci. Merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de pouvoir commenter cette parution. Alors, ma première impression, c'est de dire ça fait du bien d'entendre des paroles positives sur l'agroalimentaire. Et comme vous l'avez dit, c'est un ouvrage très sérieux, mais qui aborde le sujet avec des clins d'œil qui font sourire. J'adore le liberté, égalité, beurre salé, vraiment, je trouve ça fantastique. Et la belle bretonne qui mange son beurre, la bouche grande ouverte, je trouve que c'est aborder le sujet avec humour alors que c'est sérieux. Donc vraiment, ça, je trouve que du point de vue de l'accroche, c'est la première chose que je retiens. Après, du point de vue plus sérieux, c'est un livre écrit par 6 co-auteurs qui sont dans toute la chaîne de valeur. Et ça, je trouve ça important de voir que ce qu'on peut voir dans la contractualisation amont-aval, ça se voit ici dans l'écriture du livre, et c'est une des forces de l'agroalimentaire. Et il n'y a pas, ça a été dit, il n'y a pas d'agriculture sans agroalimentaire, il n'y a pas d'agroalimentaire sans agriculture. Et le fait d'avoir des co-auteurs, ça le montre en vrai, dans la réalité. Je trouve aussi que ce livre nous permet de communiquer positivement sur l'agroalimentaire, et c'est l'occasion de faire entendre sa voix directement et non pas par des personnes interposées, parce que je pense que faire savoir, c'est tout aussi important que de faire. Et c'est un peu l'objectif de ce livre. Voilà. Après, sur les défis de l'agroalimentaire, il y en a beaucoup à relever. Et l'un d'eux, c'est l'emploi. Et ça a été dit, quand même, c'est important d'avoir en tête que les IAA, c'est de l'emploi de proximité dans les territoires. On peut rester dans son territoire et travailler à côté de chez soi. C'est 480 000 emplois, 22 000 entreprises, 98% de PME. Donc un très beau tissu dynamique. Aussi, on ne le dit pas souvent, mais quand on regarde l'indice des salaires mensuels de base des IAA, au cours des dernières années, il a progressé plus favorablement que l'indice des salaires dans les autres secteurs non agricoles confondus. Donc ça, c'est aussi un point positif à mettre en valeur. Du côté du ministère de l'Agriculture, on participe, on encourage tout ce qui est emploi. Au Salon de l'Agriculture, la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard, a annoncé son haut patronage à la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire
Et donc, en fait, c'est un moyen de soutenir toutes les initiatives en faveur de l'emploi pour les IAA. Et puis, il y a d'autres initiatives, comme le fait d'inciter dans les collèges, la consultation de My Job Glass ou Nourris ton futur des élèves. Et puis enfin, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais dans la charte d'emploi, il y a toute l'expérimentation qui a été faite sur la marque employeur. Donc vraiment se mettre aux côtés des industries. Et puis aussi, ce livre, c'est l'occasion de souligner de manière positive tous les défis auxquels répond l'industrie agroalimentaire. Parce que c'est important de montrer que l'IAA nourrit, mais elle répond aux défis d'aujourd'hui. Donc, notamment tous les défis de décarbonation, les récupérations de chaleur fatale, l'utilisation de la vapeur, des sobriétés hydriques, réutilisation de l'eau, des travaux comme ça. C'est bien de pouvoir les mettre en valeur. Et puis, bien sûr, tout ce qui est amélioration de la qualité de vie au travail. Et puis, je finirai, parce que le livre, il est aussi sur les recettes. Il y a aussi tous les efforts qui sont faits en matière de reformulation pour permettre d'avoir des aliments savoureux, durables et abordables pour tout le monde. Voilà. Un grand merci, Madame Le Bourgeois. Madame Lambert. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à réagir à la présentation. Alors, vous aimez les jeux de mots. Moi, je vais dire que j'ai eu le privilège d'avoir le livre et je l'ai lu dans le train ce matin. Et pardon, je l'ai kiffé. Vraiment, parce que vous avez raison et Olivier, vous l'avez montré. Il est très accessible, c'est à tiroir, on rentre par plein de pages et il est vraiment le préalable, je crois que Rémi, vous l'avez dit, le préalable au dialogue. Aujourd'hui, je suis vice-présidente de l'ANIA au niveau national, et Olivier nous a rejoints. On voit très bien que les critiques en direction de l'agroalimentaire sont fréquentes, souvent sans connaître, très souvent caricaturées. On brocarde l'ultra transformé, alors que dans le livre, il est écrit que les Français ont doublé leur consommation de repas livrés à domicile. C'est du transformé, mais c'est du temps gagné. Pour qui? Pour madame, monsieur qui sont à la maison. Et finalement, les consommateurs aujourd'hui ont délégué un certain nombre de tâches qu'on faisait à la maison, nommées astreintes par certains, à de la transformation. Et c'est l'industrie agroalimentaire qui y a répondu. Et ce n'est pas l'industrie agroalimentaire qui a emmené les consommateurs vers ça, c'est les consommateurs qui ont exprimé des besoins auxquels l'agroalimentaire a su répondre et sait répondre aujourd'hui. Alors certains y voient une avancée sociale parce que celui du temps passé en moins à la cuisine, on peut regretter que le temps passé à cuisiner se soit beaucoup réduit. Mais comme c'est tous les jours et parfois dans des agendas contraints, c'est pratique d'ouvrir son frigo et de savoir qu'on peut trouver tout ce qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup aimé les mots. Mais alors, les mots sont d'une richesse incroyable. Vous avez parlé de diversité, de modernité, de solidarité avec le collectif. Vous avez parlé aussi d'approche spontanée, décloisonnée, décomplexée. Franchement, l'industrie agroalimentaire décomplexée, ça fait du bien. Au moment où se multiplient les émissions assez critiques dans la direction qui de l'agriculture, qui de l'alimentation. Vous avez aussi parlé, j'ai bien aimé la phrase, il y a plus de Bretons adoptés que de Bretons des berceaux. Hein, voilà, donc vous en faites partie. Moi, je fais partie, je suis adoptée dans une autre région aussi, mais l'adoption se passe bien finalement. Vous avez parlé d'un secteur ancré. Il faut infuser, exprimer la fierté du métier. Tous ces mots-là sont des mots d'une richesse incroyable et assemblés tous ensemble, ils montrent bien la belle histoire. Et puis, monsieur de Silde, j'ai oublié son prénom, pardon, a parlé de quelque chose d'hérité. Sébastien, pardon. Hérité. Oui, c'est vrai qu'il y a un héritage en Bretagne. Mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'agriculture et l'agroalimentaire breton cochent toutes les cases de la modernité, des transitions, de la sobriété hydrique, de la décarbonation. Bref, tout ce qui est aujourd'hui challengé, mais insuffisamment reconnu. La reconnaissance manque. Et finalement, ce travail de réputation qui est engagé au sein de l'ANIA, vous en êtes en quelque sorte les pionniers. Et je suis sûre que ce livre va inspirer d'autres régions qui y suivront. Là, je crois que vous avez un défi d'égalité, un autre mot, de parité, de je ne sais pas comment on dit. Moi, j'aime bien le jeu de mots aussi, et j'aime bien liberté, égalité, souveraineté. Et monsieur Le Draff, qui était là tout à l'heure, je ne le vois plus, mais c'est aussi qu'il est chargé dès maintenant, avec le préfet de région et les chambres d'agriculture, de décliner la souveraineté en région, les conférences de la souveraineté alimentaire. J'ai eu le plaisir de présider le groupe Viande Blanche, et on a d'énormes projets de repositionner l'agriculture,
de satisfaire les besoins en œufs, en porc, en volaille de chair, etc. Et cette souveraineté, il faut mesurer aussi qu'elle est arrivée jusqu'au fronton du ministère. Il y a 4-5 ans, c'était le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. En 2022, il est devenu le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et cette année, pour la dernière nomination de Madame Genevard, mais ça ne s'est pas fait tout seul, je peux vous dire qu'on y a travaillé, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Alors, c'est difficile parce que même sur certains documents du ministère de l'Agriculture, je le dis en direction du DRAF, il n'y a pas encore tous les mots sur certains. Sur le compte Twitter, par exemple, ce n'est pas encore les 3 qui sont cités. Et puis, récemment avait lieu le Salon de l'Agriculture, il y a eu beaucoup de débats. Et moi, j'ai entendu une phrase qui m'a marquée. L'alimentation est une arme de paix. L'alimentation est une arme de paix. Quand la politique agricole commune a été faite, quand l'Europe a été construite, c'était pour justement la paix. La paix par le développement, par les échanges, mais aussi par la fourniture d'alimentation sans dépendre des autres. Les États-Unis, le Canada étaient prêts à livrer tout ce dont l'Europe avait besoin, mais des hommes se sont levés pour dire non, on va produire en France et en Europe et on va faire une grande politique agricole européenne. La Bretagne a répondu et formidablement bien, en produisant beaucoup, en transformant aussi et en sachant évoluer de cette façon-là. Alors, avec le Covid en 2020, l'agriculture et l'alimentation et l'industrie agroalimentaire ont été classées comme métiers essentiels. Nous avons pu continuer à travailler malgré le confinement. Mais entre nous, les salariés de laiterie, les salariés d'abattoir ou les agriculteurs ne se posaient pas la question de savoir s'il fallait aller au boulot le lendemain matin ou rester chez soi parce que la nature et le vivant n'attendent pas. Essentiel avec le Covid. En 2022, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, pour prendre les belles terres d'Ukraine et devenir la puissance agricole qu'il voulait être, c'était pour avoir l'arme alimentaire et décider qui allait manger et qui n'allait pas manger. Et on a vu à l'ONU qui faisait allégeance à la Russie pour soutenir parce qu'ils avaient besoin de blé parfois à 100%, parfois à 70%. Et donc Poutine a montré que l'alimentation et l'agriculture étaient stratégiques. Et puis avec des événements climatiques qui se répètent sans arrêt maintenant et ce changement climatique qui bouscule notre activité, nos entreprises n'ont pas de toit, nos entreprises agricoles ont travaillé au grand jour, au grand air, à ciel ouvert. Et quand il y a des inondations massives, des sécheresses ou des canicules massives, des gels massifs, comme il y en a eu, rappelez-vous, sur 2021, 22, 23, eh bien on voit que l'agriculture et l'alimentation sont vulnérables et fragiles. Quand la production d'oranges est divisée par 3 en Espagne, les prix flambent. L'huile d'olive flambe au point que le gouvernement supprime la TVA sur l'huile d'olive pour ne pas avoir de difficultés avec sa population. Et donc un secteur qui est à la fois essentiel, stratégique et vulnérable mérite plus de politique régalienne, mérite plus de considération et de soutien. Et c'est peut-être parce qu'on l'a fait trop souvent sans le dire suffisamment dans l'ombre que beaucoup aujourd'hui, alors un mot en haie aussi d'enfants gâtés de la France, minimisent le rôle de l'agriculture. Alors, hier, Mme von der Leyen a réhabilité le nucléaire. Quand est-ce qu'on va réhabiliter la souveraineté alimentaire? Je vois que l'Europe s'y attache, mais quand même, après une première mandature qui a été consacrée surtout à parler plus d'environnement que d'approche équilibrée de performance globale, il est temps de redonner à l'agriculture et à l'agroalimentaire leur lettre de noblesse. Mais il y a un mot qu'il faut citer aussi, c'est rentabilité et compétitivité. Parce que le secteur de l'industrie agroalimentaire a une rentabilité de seulement 3,9%, c'est moins que d'autres secteurs. Il nous faudrait 5% pour pouvoir faire toutes les transitions dont on a besoin, on ne les a pas. Le secteur de la charcuterie que je représente n'a que 1,7% de rentabilité, de résultats positifs. 24% des entreprises sont dans le rouge. Et j'entendais hier certains distributeurs dire que ce qui les intéressait, c'était que les agriculteurs soient payés, mais les industries n'avaient qu'à se débrouiller et étaler leurs charges. C'est mal connaître la réalité de nos entreprises et des dirigeants qui sont stressés surtout parce que quand la période des négociations est passée et que l'énergie recommence à augmenter, ils se demandent comment ils vont passer l'année. Encore un mot en « et ». Merci pour votre invitation. Un grand merci, Madame Lambert. Merci, Madame Le Bourgeois. On peut effectivement les applaudir. Et peut-être ensuite que tous les co-auteurs reviennent sur scène pour une photo finale, si vous le voulez bien. Je sais pas, peut-être